Et nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi dans le Grand Journal une grande historienne. Bonjour Annette Viorca. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de recherche honoraire au CNRS et vice-présidente du Conseil supérieur des archives et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est un honneur vraiment de vous recevoir cet après-midi à l'occasion de la sortie d'un livre intitulé Itinérance et publié aux éditions Albin Michel à travers une sélection de vos articles et de vos contributions à des livres collectifs. Vous nous proposez un voyage autour des pôles et des sites d'intérêt qui ont rythmé votre carrière, de Paris à Auschwitz, de New York à Drancy, en passant par Jérusalem ou Nuremberg, des villes comme des métonymies de vos champs de recherche et de vos grands livres. Je pense notamment à Déportation et génocide entre la mémoire et l'oubli, paru en 92, à l'ère du témoin en 99, à Auschwitz 60 ans après, publié en 2005, et puis plus récemment à Tombeau, prix Femina Essai 2022. Annette Viorca, d'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à repasser, et avec vous, vos lecteurs, par ces lieux emblématiques qui ont marqué à la fois votre vie professionnelle et personnelle? D'abord, une proposition d'une éditrice, Hélène Monsacré, de publier mes articles. J'étais pas très fanatique d'une telle publication. Ceci, j'ai pas empilé les articles que j'ai faits. Ça présente un intérêt minime. Et puis, j'étais en Israël et je n'arrêtais pas de bidouiller mon téléphone portable pour activer et désactiver mon itinérance, pour avoir accès à Internet quand j'étais, par exemple, dans la rue. Et là, brusquement, c'est ce mot d'itinérance qui m'est venu à l'esprit. Et à partir du moment où j'ai eu ce mot, j'ai pensé à des lieux et j'ai pensé à la possibilité d'écrire des textes introductifs qui expliquent un peu, disons, ma cuisine. C'est-à-dire comment je suis passé d'un sujet à l'autre et les souvenirs que chacun de ces passages évoquait. Parce que on publie un article, on publie un livre, mais jamais ou rarement on raconte un peu ce qui s'est passé pour nous pendant qu'on écrivait, pendant qu'on faisait la recherche, les lieux où on est passé. Alors le premier point d'étape de ce recueil, Annette Viorca, se trouve à Paris avec le mémorial du martyr juif inconnu, renommé en 2005 mémorial de la Shoah, un lieu que vous avez fréquenté pour vos travaux, mais sur lequel vous avez également étudié en tant que lieu de mémoire. Nous sommes au début des années 80. À quoi ressemblait-il alors, à une époque où, écrivez-vous avec une certaine pointe de nostalgie, on ne faisait pas encore carrière dans la mémoire? Oui, on ne faisait pas carrière dans la mémoire. On arrivait, on prenait une petite allée, il y avait un gardien. De mon temps, il s'appelait Armand. On devenait très, très familier. Et puis on montait. Avec une tenue particulière aussi? Non, alors moi, je n'ai pas connu la tenue particulière, mais c'est certains qui m'ont raconté que le premier gardien avait une tenue de déporté. Je n'ai pas vérifié. Mais si c'était la réalité ou la légende. Moi, quand j'ai fréquenté ce lieu, le gardien était, j'ose pas dire normal, restait un gardien très sympathique qui vous offrait des gâteaux à Pourim. Et puis on montait, et là il y avait des gens extraordinaires. Sarah Mimoun qui nous a quittés il y a très peu de temps, Sarah Alperine qui nous a quittés il y a plus longtemps, et puis Ulrich Essel qu'on voyait très souvent dans la salle de lecture. Et puis la salle de lecture, elle était très encombrée, elle était ouverte que de 2 à 5. Elle était très encombrée, tout le monde parlait, il y avait le cliquetis de la machine à écrire de Sarah Alperine, et il y avait quelque chose un peu balagane, un peu désordre, très chaleureux, et on était si peu à l'époque à s'intéresser à ces questions. Donc on avait le sentiment d'être à la fois en famille et d'être des pionniers. Dans ces recherches, vous y découvrirez les protestations de l'État d'Israël au moment de la création du CDJC en 1943. Pour quelles raisons? Non, excusez-moi, 1943, avril 1943, Isaac Schneerson crée le Centre de documentation juive contemporaine et son idée, c'est de préparer l'après-guerre, un après-guerre où il y aura encore des juifs de France.
Donc notamment la restitution des biens, enfin un certain nombre de choses. Et puis il continue, il envoie Léon Poliakov et Joseph Bilik à Nuremberg. Léon Poliakov récupère des archives. La première revue d'histoire de ce qu'on n'appelait pas la Shoah est publiée, qui s'appelle Le Monde Juif. Et Schneerson se rend compte que la mémoire est mieux servie par le rite, par le rituel que par la chronique. Et naît cette idée géniale de construire à Paris un tombeau du martyr juif inconnu. Et c'est en 1953, lors de la pose de la première pierre de ce tombeau, en une cérémonie grandiose, avec beaucoup de monde, avec les autorités publiques, que Israël prend la mouche en se disant « mais le centre de la mémoire, ça ne doit pas être Paris, ça doit être Jérusalem ». Et c'est en réaction qu'est votée la loi qui crée Yad Vashem, une main, un nom, et que Yad Vashem s'arroge le monopole de la levée de fonds, c'est un problème aussi de fundraising, et le monopole de la collecte des noms et des archives. Et c'est grâce à un homme qui s'appelle Nahum Goldman, qui avait créé le Congrès juif mondial, qui a mis sur pied, après la guerre, la CLIMS, la conférence pour les indemnisations des gens ou des communautés qui ont été persécutées par les nazis. Je suis sûr que parmi de vos auditeurs, il y a un certain nombre d'entre eux qui touchent encore des pensions de la CLIMS, qui va réussir à faire une sorte de négociation et qui va permettre au tombeau du martyr juif d'être construit grâce notamment à l'argent allemand, des réparations allemandes, des Wiedergutmachungen allemandes de la CLIMS. Donc c'est une histoire que je découvre, j'arrive. Pierre Nora venait de publier le premier tome de ces lieux de mémoire. Je me dis, tiens, je vais faire une étude, c'est pour mon premier colloque. Donc on est en 84. On est en 84, effectivement. Je vais faire une étude. Je profite d'ailleurs pour donner un petit ton intime du congé de maternité, puisque c'est juste après la naissance de ma fille Mathilde. Et l'archiviste me montre de la cave des piles et des piles de papier. Et c'est là que je découvre les correspondances avec Israël et l'accord qui a été fait en Israël. Mais du côté israélien, d'autres ont mené une recherche et aboutissent à la même conclusion. Donc Yad Vashem, il y a une origine française à Yad Vashem. Alain Vivier, vous rendez hommage à plusieurs grandes figures d'historiens et d'historiennes, à ceux que vous qualifiez de pionniers, Léon Poliakov, Joseph Bilig, Olga Vorsneuer, Raoul Hilberg. Vous saluez leur rapport à la recherche, leur acharnement au travail, tout en soulignant souvent leur solitude, voire le manque de reconnaissance dont ils ont pour la plupart souffert. Laquelle vous a le plus marqué ? Alors écoutez, je crois que j'ai quand même un faible pour Léon Poliakov. Parce que je l'ai connu, parce que c'était un homme qui ne s'est jamais défait de son accent russe, qui avait beaucoup d'humour et qui a accompli une œuvre considérable. D'abord, par rapport à ce qu'on n'appelait pas à l'époque la Shoah, le Urban, comme on disait en yiddish, puisqu'il a fait la première histoire, Bréviaire de la haine, qui n'est pas dépassée. Quand on la relit aujourd'hui, bien sûr, il y a eu d'autres travaux après qui ont développé, approfondi, mais elle n'est pas dépassée. Il a écrit un petit livre sur le procès de Nuremberg, un petit livre sur le procès Eichmann. Il a fait des recueils de documents, notamment sur l'occupation italienne au sud de la France. Et puis ensuite, il s'est attelé à une immense histoire de l'antisémitisme en plusieurs tomes. C'est donc un personnage majeur. Donc, et c'était un intellectuel précaire. Moi, je suis allé à plusieurs reprises chez lui à Massy. Il habitait, je ne sais pas si c'est un HLM, moi je sais que c'est un HLM, mais enfin un appartement extrêmement modeste. Donc, c'est une période où ces gens faisaient vraiment de la recherche mue par une sorte de passion en vivant dans des conditions très, très précaires.
Il y a Et on leur doit beaucoup. il y a un autre nom qui revient, celui de l'historien Shaul Friedlander, dont vous vous sentez plus proche des questionnements et du Viorca. Qu'est-ce que ces 2 volumes de l'Allemagne et les Juifs ont renouvelé dans l'historiographie de la Shoah? Alors, j'aime beaucoup Saul Friedlander, on peut avoir une pensée pour lui, puisqu'il vit à Los Angeles, donc j'espère qu'il n'est pas incommodé par les incendies. Mais Friedlander, le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Quand vient le souvenir. C'était son autobiographie d'un petit garçon qui, avec ses parents, quitte Prague, arrive à Paris, puis se réfugie à Néris-les-Bains, et ses parents décident de le placer dans une institution catholique pour le sauver, tentent de passer la frontière suisse, sont attrapés, meurent en déportation. Ensuite, clandestinement, il part pour la Palestine, qui deviendra Israël. Et c'est donc un historien tchèque, franco-israélien, américain, enfin cosmopolite. Un homme du XXe siècle. Et voilà. Et ce qui le caractérise, c'est d'abord l'idée qu'il va réussir à penser le nazisme et la persécution des Juifs. Donc il tâtonne, il fait notamment de la psychohistoire. Puis à un moment donné, il abandonne l'idée finalement d'avoir une théorie, de comprendre théoriquement l'antisémitisme nazi, qu'il qualifie quand même d'une expression que je trouve extrêmement importante, d'antisémitisme rédempteur, ce qui est une novation par rapport à tous les antisémitismes précédents, et il revient au récit. Et le récit qu'il fait dans ces 2 tomes, c'est un récit avec plusieurs perspectives qui sont à la fois la perspective des victimes, et pour cela, il utilise énormément de témoignages, et tous les témoignages qu'il utilise sont des témoignages écrits au moment des événements, c'est pas des témoignages écrits à distance de l'événement. Mais les victimes, les États, les politiques des États, et les politiques des pays dans lesquels vivaient les Juifs. C'est donc, ce sont 2 livres Vous en parlez formidables. comme un chef-d'œuvre de l'écriture de l'histoire. C'est un chef-d'œuvre de l'écriture de l'histoire, et c'est aussi le retour au récit. Après toute une période où on a pensé que l'histoire devait être scientifique, devait être une science sociale, alors que l'histoire est une science humaine, elle appartient aux humanités, et la mise en récit est une étape capitale du travail de l'historien. Alors, au début des années 80, j'accélère un peu, malheureusement, il nous reste que 4 ou 5 minutes. Vous vous rendez à New York pour un stage d'études accélérées du Yiddish, après avoir suivi les cours à Paris de Rachel Hertel. C'est le moment du retour à vos racines après vos années chinoises. Pour citer le titre d'un de vos livres paru en 2021, ce retour prendra la forme d'une quête sur les traces de votre grand-père, Wolf Wiorka. Plus tard, vous écrivrez « Je suis devenue historienne par l'écriture de ces livres du souvenir mémoriaux juif de Pologne ». Ceux qui font carrière d'historiens ou d'historiennes, Anne Wiorka, ont souvent, parfois, je ne sais pas, la chance d'étudier dans les archives Le Monde, qui les ont découverts dans leurs livres de jeunesse, et semble-t-il votre cas. Quels sont ces livres que, jeune adolescente, vous avez lus sur les conseils de votre mère et qui vous ont fait découvrir la Pologne juive? Alors, sur la Pologne juive, ce sont 2 livres. Le livre de Romain Gary, qui s'appelle « Éducation européenne », qui se passe dans les forêts, je pense, de Lituanie. C'est un livre de pure imagination. Romain Gary, pendant la période de la guerre, n'était absolument pas dans ces régions-là. Il était aviateur, il était à Londres. Donc le livre de Romain Gary. Et puis un livre que j'ai relu à différentes étapes de ma vie, que je l'ai relu pour ses itinérances, qui est La Muraille de John Hersey. John Hersey, c'était un journaliste qui est d'ailleurs resté célèbre encore aujourd'hui pour les reportages qu'il a fait sur Hiroshima. Et il a arpenté les ruines de Varsovie et les ruines pulvérisées du ghetto de Varsovie. Il n'était pas juif? Il n'était pas juif, j'ai envie de dire pas du tout. Il était né en Chine, il était né à Tianjin, je crois. Et il voulait faire d'abord un roman sur Auschwitz. Il a constaté que dans les camps, les gens n'étaient plus des êtres humains que l'on pouvait mettre
en scène dans un roman. Et il a choisi de faire son roman sur Varsovie. Et il l'a fait parce que au moment où il cherchait finalement un sujet concernant ce qu'on n'appelait pas la Shoah, mais concernant quand même la Shoah, on venait de découvrir le premier lot des archives du ghetto de Varsovie qui avait été collecté par l'organisation qui s'appelait Oneg Shabbat, mise sur pied par Emmanuel Ringelblum. Et c'est à partir de ces documents qu'il fait ce formidable roman où il y a tout, il y a un certain nombre de personnages. Alors, il choisit comme personnage un historien qu'il appelle Noah Levinson, dont l'idée vient de Ringelblum, et qui permet d'avoir un point de vue un pseudo-journal, ça va d'avoir un point de vue sur le ghetto. C'est l'archiviste du ghetto de Varsovie. L'archiviste s'appelait Ringelblum, et Noah Levinson dans son roman, et d'autres personnages. Et on peut être stupéfait de voir à quel point il a incorporé, il a intégré, il a fait sienne tout ce qui concerne la vie juive, la vie religieuse, les bisbilles entre les groupements politiques et la connaissance qu'il a du ghetto. Donc c'est un livre, c'est aussi une formidable histoire du ghetto de Varsovie. À mon avis, c'est la meilleure jusqu'à la publication du livre de Kassov, Samuel Kassov, qui écrira notre histoire. Il nous reste 1 minute. Vous aviez pour projet, Agnès Villorca, en 67, de rejoindre Israël. Nous sommes au moment de la guerre des 6 jours. Une envie motivée, écrivez-vous, sans doute par la rencontre avec le pédiatre Roger Perelman, survivant d'Auschwitz, pour qui Israël était un refuge pour les Juifs si les persécutions étaient de retour. Une alia que vous ne mènerez pas à bien, vous voulez me corriger ? Oui, c'est pas tout à fait une alia, mais bon, vous êtes très très jeune, vous vous rappelez pas l'atmosphère de 67. En 67, beaucoup de jeunes juifs ont voulu s'engager pour aller combattre aux côtés d'Israël ou pour aller aider. Donc c'était seulement cet engagement-là. Pour aider plutôt que pour vous y installer longuement. Ce n'était pas l'idée de faire mon alia, c'est l'idée Et effectivement, le pédiatre Roger Perelman, qui est mon oncle, qui était le frère de ma mère, qui avait été déporté à Auschwitz, j'ai été l'interroger dans le cadre de la première enquête de sociologie par questionnaire qui avait été fait par Albert Memmi. Albert Memmi, qui était l'écrivain qu'on connaît, qui est aussi sociologue. Et la réponse, donc lui n'était pas sioniste. Alors aujourd'hui, quand on dit pas sioniste, oh là là, quelle horreur. Lui n'a jamais pensé partir en Israël, mais lui soutenait l'existence de l'État d'Israël en disant c'est un refuge pour les persécutés. Et je n'ai jamais oublié ça. Et je dirais de moi-même que si j'étais sioniste, je serais en Israël, mais que l'existence, donc je ne le suis pas parce que je suis en France, mais que l'existence d'Israël m'importe, mais il faudrait revenir sur tout le cafouillage d'aujourd'hui sur ce terme qui n'a plus de sens, quoi. Merci beaucoup, Agnès Villorca, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Itinérance au pluriel. C'est publié aux éditions Albin Michel. Bon après-midi, à très bientôt. Merci beaucoup.